maintenant, voici les vedettes de notre spectacle. J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, lui, il va me prendre la tête. Jacques, je veux que vous me dessiniez comme une de vos françaises. Non, et c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, rezut, et rezut derrière. Ah, je vois, monsieur se fout de moi. Monsieur fait d'ironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde? Au cirque? Ben ça, c'est du spectacle. Vous aimez le cinéma, nous non plus. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est quoi l'amour? Non mais c'est vrai, vous le savez vous. L'amour, c'est l'amour filial, celui qu'un enfant porte à ses parents, ou l'amour maternel ou paternel, l'amour inconditionnel qui lie des parents à leur enfant. Mais enfin, on peut ne pas s'entendre, voire ne pas aimer son enfant. L'amour, ce serait alors l'amour pur, unique, qui nous lie sentimentalement à la personne aimée. Mais quand cet amour se tarit, que reste-t-il? Un seul amour, one love, celui qui doit unir tous les êtres humains de la planète? Ou peut-être, pourquoi pas, l'amour de se faire tirer des toiles d'araignée moisies dans le trou de balle par une mauvaise copie de Spider-Man. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature et heureusement que le cinéma est là pour nous faire réfléchir à l'amour, surtout quand il est réalisé sans trucage. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Jusqu'à la semaine dernière, je passais ma vie à courir après le temps. Je suis là pour vous aider, d'accord? À essayer de sauver ceux qui n'en avaient plus beaucoup. Cassie! Jusqu'au moment où tout a basculé. Allez! Madame Webb de S.J. Clarkson avec Dakota Johnson, Sydney Sweeney et Tahar Rahim. C'est un nouvel épisode de la franchise Sony Spider-Man sans Spider-Man. On va pas vous raconter à nouveau l'histoire, peut-être qu'on va vous la raconter, qui sait. Après Venom, Morbius et Venom 2, et en attendant Kraven le chasseur. Est-ce qu'on a touché le fond? Et oui, il y a Kraven le chasseur qui devait sortir avant et qui sortira plus tard, je crois, cet été. La question qui nous brûle les lèvres, c'est après, moi j'avais eu la chance d'échapper à Morbius et à Venom 2. Et là, moi, j'ai je vous échappé qu'à Morbius. déteste de m'avoir fait perdre 1h50 de ma vie, et même un peu plus, que je voulais même vérifier s'il y avait une scène post-générique. Ne restez pas, n'allez pas voir ce film déjà, il n'y a pas de scène post-générique, il n'y a plus rien, ils n'ont plus rien à raconter. Mais à part ça, est-ce que ça vous a plu, Simon? Moi, je dois avouer que ce qu'il peut y avoir de pervers, de sale et de proche de l'illégalité en moi a beaucoup apprécié. Il y a quelque chose de sombre à l'intérieur de ma petite personne qui peut jubiler de ce genre d'horreur. Mais attention, c'est un des plus mauvais films de l'année et je pense qu'on peut vraiment l'affirmer assez tranquillement, quand bien même nous ne sommes que mi-février. Vraiment, c'est très spectaculaire en termes de nullité. Il faut voir que le film, en fait, s'inscrit dans une geste de cinéma, dans une tradition qui n'est pas nouvelle. Beaucoup de gens pourraient avoir tendance à imaginer que ça fait partie, on va dire, de l'affaissement du genre super-héroïque qu'on voit actuellement. Pas du tout. Ça renvoie à une tradition bien plus ancienne. Il faut se souvenir qu'avant Marvel, il y avait déjà pas mal de films de super-héros. Évidemment, pas sur le rythme stakhanoviste dans lequel s'est lancé Hollywood, mais on en trouvait déjà quelques-uns chaque année. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait un mépris presque affiché, si on sortait de Tim Burton et de Sam Raimi, un mépris presque affiché des studios, des majors et des producteurs pour leurs matériaux de base. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disaient, voilà, on a payé la licence, on va pas s'enquiquiner à écrire un truc, la fidélité, on n'en sait rien, c'est des BD pour les gamins, on s'en tape. Et ça donnait des films absolument infâmes mais rigolos, comme Steel, comme Elektra. Les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques. Spawn. Oh oui, mais Spawn, c'est encore au-delà. Spawn, c'est encore différent. Ouais, c'est un peu différent. Les 4 Fantastiques avec le bouton de la femme invisible. Quand elle se marie dans le 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, elle fait disparaître son bouton. On en était là avec Jessica Alba. C'est vrai. Et puis Superman qui se rase avec ses yeux laser dans les aventures de Lois et Clark. Mais ça, c'est un peu classe. Ouais, mais ça, c'est rigolo, ça. Catwoman. Catwoman. Oui, voilà. Non, mais le Pitoff. absolument. Et bien tout, ça me fait mal. Et Green Lantern. Tout à fait, mais qui était un peu le chant du cygne à l'époque, parce que c'était le moment où Marvel prenait son essor et où effectivement on voyait comme ces films étaient écrits, produits, conçus. Et on pouvait se dire, et alors Dieu sait que je suis très critique de Marvel parce que globalement c'est des films que je qualifierais de à chier par terre, mais néanmoins, néanmoins indiscutablement, il y a eu une réflexion de Disney pour se mettre en ordre de bataille et assurer, on va dire, une espèce de qualité minimale, mais assez standard. Et là, on tu veux dire d'essayer de respecter son matériau de base d'une certaine manière. Oui, ils ont réfléchi à comment industriellement produire du film de super-héros. On aime ou on n'aime pas le résultat, là n'est pas la question. Mais il y a eu un plan de bataille qui a été mis en ordre de manière pensée, réfléchie et avec un succès historique.
Madame Web, c'est pas tout à fait ça en fait. Et avant de passer la parole à mes petits camarades, moi je peux pas m'empêcher d'imaginer, attention, je n'ai aucune idée de si ça s'est véritablement passé, je ne pense pas que ce soit véritablement passé, mais vraiment à chaque minute, à chaque séquence du film, j'imagine des exécutifs de chez Sony qui donc se partagent un peu comme dans une garde alternée un peu sale, qui tourne mal, tu vois, avec Disney les droits du Spider-Verse, mais ils ont le droit de certains personnages, pas de Spider-Man va peut-être revenir, qui, que, quoi, comment, bon, bref. Et je les imagine arrivant chez Disney pour discuter un peu de leur projet et dans là genre, bon les gars, super idée, on voudrait prendre tel personnage, non les gars, non, vous allez faire Madame Web. Arrêtez les gars. Madame Web, c'est la vieille dame qui voit l'avenir. Ouais, mais on ne peut pas faire un blockbuster avec ça. Non. Bon, ok. Et puis voilà, c'est Madame Web, c'est nul à chier. Et non, mais je veux dire, il n'y a aucune bonne raison de faire ce film. C'est un personnage plus que secondaire. Je veux pas faire insulte aux fans de Spider-Man, mais on peut pas dire que ce soit un personnage fondamental du lore. On peut pas dire que ce soit un personnage adoré par les fans. Et c'est pas non plus, je dirais, un de ces personnages secondaires qui a un potentiel à être relu, revu ou tordu, comme pouvaient l'être les personnages très secondaires du DCverse qu'il y avait dans The Suicide Squad, le deuxième réalisé par James Gunn, où effectivement il allait chercher des fonds de tiroir, mais justement avec comme projet de les regarder comme tels. Là, c'est pas le cas. Là, on est dans un film de super-héros des années 90, réalisé par des aveugles, écrit par des enfants morts. C'est absolument incroyable. Et puis surtout, on en reparlera, mais c'est moi ce que je trouve, effectivement, le personnage est anti-cinématographique. Tout est anti-cinématographique. C'est anti-spectaculaire au possible. Vous rendez-vous compte, alors bouchez-vous les oreilles si vous voulez, franchement, je vais même pas vous spoiler, mais on est quand même face à un film où globalement toutes les scènes d'action, c'est-à-dire les rares scènes d'action qui sont dans la bande-annonce, parce qu'il se passe pas grand-chose. Il se passe quand même globalement absolument rien, puisque globalement elle a aucun pouvoir. Donc c'est une nana qui essaie de sauver 3 adolescentes et qui passe son temps à fuir devant une sorte de succès d'année de Spider-Man, enfin terminé à la tartifouette. Qui est un réparateur de station d'épuration un peu énervé, quoi. Et le climax, c'est quand même, à un moment donné, d'aller prendre la main des jeunes filles et de leur dire « Est-ce que ça va ? Je suis là. Tu veux un petit bisou ?» Et c'est le climax du film. Le climax. Merci. C'est le climax du film. Je suis un peu rebelle que quelqu'un aurait un climax, s'il vous plaît. Non mais je veux dire, c'est quand même fou. C'est-à-dire que cette scène finale est d'une nullité. Il n'y a rien en termes d'action, il ne se passe rien. Mais parce qu'en fait, c'est sidérant. Dès le scénario, dès la base, il n'y a rien du tout. Pardon, excuse-moi, je vais repasser la parole, mais je veux dire, il faut regarder un peu les répliques du film. C'est un truc qui était déjà, vous pouvez le vérifier dans la bande-annonce. Je n'ai jamais vu, et pourtant Dieu sait que c'est un truc que les mauvais films américains font beaucoup, des personnages à ce point-là annoncer ce qu'ils vont faire, dire ce qu'ils sont en train de faire et nous expliquer ce qu'ils viennent d'accomplir. Je sais pas combien de fois elle dit qu'elle peut voir dans le futur dans le film. Mais vraiment, sans déconner, ça va être 40 fois. Il y a toujours avec les mêmes montages pour te le faire comprendre. C'est bon, j'ai compris, ça va. C'est comme si, imaginez un film X-Men où à chaque fois que Wolverine sort ses griffes, il fait hey, j'ai des griffes. Non, mais, voilà, c'est ça la base avec laquelle les mecs essaient de faire un film. Arthur, tu viens d'en sortir, c'est encore tout frais dans ta mémoire. C'est tout frais. Profitez-en parce que ça va vite disparaître, donc il faut saisir l'instant. Mais c'est vrai que je me suis posé la question, ce qui me restait de Morbus, c'est en fait pas grand chose. C'est vrai que les mauvais films comme ça reste pas. Ce que disait Simon, c'est intéressant. Effectivement, Sony ne sait pas quoi faire de ses droits. Petit rappel vite fait, il faut savoir que Marvel, dans les années 80-90, était un peu dans une forme de débandade économique et que pour survivre, elle a dû revendre ses franchises un peu à qui voulait bien les racheter pour faire des adaptations. Et c'est pour ça qu'un peu tous les studios de la Terre avaient à peu près le droit sur un personnage ou 2 ou 3. C'est pour ça que si vous regardez le premier Iron Man, vous n'avez pas de logo Disney, puisqu'en fait Disney a racheté Marvel après que Marvel Studios a été fondé, qui a récupéré les droits. Bref, ce que tout le monde a accepté de vendre les droits à Marvel Studios et à Disney, sauf Sony, qui a décidé de dire non, moi j'ai Spider-Man, les gars, j'ai la poule aux œufs d'or, je vais pas la vendre. Et c'est vrai, c'est la poule aux œufs d'or. Regardez les Across the Spider-Verse, les films d'animation, regardez même le score de Spider-Man No Way Home. Le problème, c'est qu'on a d'un côté Disney qui essaie de faire un truc avec un univers cohérent, et puis t'as Sony qui dit non, mais moi, je vais faire un truc où en fait, chaque film est indépendant, pas dans le même univers, avec quand même un personnage secondaire qui va devenir tonton qui s'appelle Ben. Wink, 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 wink. Ce qui est génial, parce que on en est au point où ils ont tellement pas le droit d'utiliser Spider-Man que vous allez assister à la naissance d'un bébé qui est le neveu de l'oncle Ben. Mais on ne connaîtra pas son prénom. On connaît pas son prénom. Mais non, parce qu'on peut pas. On n'a pas le droit. C'est rigolo, si vous avez un peu suivi la production du film, il y avait eu beaucoup de rumeurs sur ouais, ça se passe dans les années 2000, on va peut-être avoir Andrew Garfield. Tu viens de faire le même bruit que Jean-Claude Poirot faisait en imitant Valéry Giscard d'Estaing, mais ça c'est une référence que les gens de plus de 50 ans. T'es vraiment très vieux, ouais. Et pour juste petite anecdote, si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y a quelques mois, Sony avait annoncé un projet qui est malheureusement depuis tombé à l'eau. Il voulait adapter, faire un autre film sur un super vilain qui s'appelle El Muerto.
La pas une mort en blague. espagnol pour les non-bilingues. Pas une blague, Précise. El Muerto, qui est donc un personnage qui est apparu 2 fois dans les comics en 2006 et qui est un catcheur sans super pouvoir. Et il voulait Bad Bunny, le rappeur, pour l'incarner. Ils ont C'est sont des pas, c'est pas une vanne. Ça va pas On du a tout. concepto que es bueno. Voilà. Non, mais du coup, pour revenir sur Madame Web, c'est affligeant de A à Z. Moi, ce qui me fume vraiment, c'est que Venom, je trouvais ça raté. Mais C'était raté, hein. c'était raté. C'était laid en plus. C'était raté, c'était laid. C'était un chouïa rigolo quand même. Quand même, je reconnais ça. Peut-être à son insu, mais quand même. Mais en tout cas, il y avait une volonté d'essayer de me raconter une histoire. Là, il y a rien. Là, c'est affligeant de platitude de A à Z. Et surtout, moi, je suis, et encore une fois, on va faire un tour de table, on va en parler, mais je suis atterré qu'on puisse payer des acteurs pour aussi mal jouer. Dakota Johnson ne fournit rien, tu sens qu'elle n'a pas envie d'être là. Ah non, elle a pas envie. Jamais. Tahar Rahim, qui est quand même un acteur qu'on a vu briller chez nous un nombre de fois pas possible, là, est à côté de la plaque en permanence. Et c'est pas parce qu'il joue en anglais, souvenez-vous Désigné coupable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il peut délivrer des trucs. Mais on se disait avec Simon qu'il est doublé là. Hein. Ah bah là il est clairement. Les- Alors les- soit Non, je crois pas. Soit il s'est post-synchronisé Ah bah, de toute avec façon- une autre intention qui matche pas moi, avec les images, soit moi, c'est pas sa voix. Moi, je pense que c'est ça qui s'est Alors passé. oui, bien sûr, mais de toute façon, les blockbusters américains sont quasiment systématiquement post-synchronisés. Pour synchroniser, Ouais, ça bah, risque de son direct. Non, mais la post-synchronisation, pour les gens qui nous écoutent, c'est juste le fait de réenregistrer Les les dialogues, dialogues en studio après. Mhm. Là où Alexis a raison, c'est que t'as vraiment l'impression que la voix ne colle pas avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que t'as vraiment cette impression que Tarim a un ton très grave, alors que sur le visage, il a un ton neutre. Enfin, tout est comme ça. Sidney Sweeney est à côté de la plaque complet. Je trouve que le film est creux à crever. Faut savoir que le personnage de Madame Web, au départ, c'est effectivement, comme l'a dit Simon, une vieille dame en fauteuil roulant aveugle. Alors oui, c'est une origin story. Enfin, il n'empêche que Dakota Johnson, elle a pas 75 ans. Tu sens clairement, elle a accepté parce qu'elle avait ouvert une BD, elle s'est dit super, je vais être assise avec des lunettes de soleil. Je vais pouvoir faire la sieste. Non, Ça, mais pour les prises. Comment ça, vous courir? En fait, je me demande si le fait de jouer dans un film Marvel est encore un peu un appel d'air pour certains acteurs ou actrices, tu vois. Pour Et certains comptes en banque. oui, voilà, c'est plus ça, tu vois. Mais non, mais je laisse Alexis un petit peu cracher sur le bousin avant qu'on rentre plus dans le détail, mais je pense que c'est plus nul que Morbius encore. Bah, en fait, je pense que dans l'absolu, en tant qu'expérience spectateur, je pense que le film est un ressenti plus nul que des films comme Venom 2 ou Ant-Man 3 ou The Flash. Parce Venom que 2, c'était Non, mais- très très compliqué quand même. ouais, mais il y avait quand même ce truc. Bon, déjà, Venom 2 avait la politesse de durer 1h25. c'est vrai. Celui-là dure une demi-heure de plus. Et la demi-heure, il se trouve que pour le coup, je l'ai raté. J'ai raté la fin, j'ai dû sortir avant la fin. Je suis content. Mais l'heure et demie qui a précédé, par contre, je l'ai bien senti, quoi. Mais le truc, c'est que il y a dans The Flash ou dans Ant-Man 3 ou dans des gros gadins de ce genre-là, il y a un petit plaisir régressif de waouh, c'est en train de se casser la gueule dans des proportions tellement dingues que ça devient à la fois fascinant et hilarant. Là, je peux même pas vraiment m'esclaffer devant les incohérences scénaristiques du film, parce que je pense que le scénario est jamais sorti de la boîte aux lettres du producteur. Donc à partir de là, ils ont fait le film sans, quoi. Fallait bien se débrouiller. Non mais vraiment, c'est un film qui est vide. C'est un film qui est vide. La seule chose à laquelle je pouvais penser en regardant le film, c'est au temps de vie que j'étais en train de perdre devant. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Pour donner un petit ordre d'idée pour les gens qui n'ont pas vu le film, parce que évidemment, je vous conseille pas d'aller voir Madame Web. Il faut quand même resituer que normalement, ce qui n'est à peu près jamais raté dans un film de super-héros, même dans des films de super-héros merdiques, c'est qu'on a un gentil ou une gentille, dans ce cas précis, contre un méchant. Et on sait que ils vont se rencontrer 3-4 fois dans le film, ils vont se mettre des nions, il va y avoir des grosses séquences de pyrotechnie et tout, et puis à la fin, il y a le grand combat final et la gentille triomphe du méchant. Moi, pendant l'heure et demie de film que j'ai vu, ils se sont croisés 2 fois, et à chaque fois pour des mini-combats de 3 minutes, montre en main. Mais même pas de combat, Alexis. Il y a Ah, même mais- pas que je pense que. Mais pas- Je considère que mais- taper quelqu'un avec une voiture est le démarrage d'un combat. Après, c'est pas Mais pas de combat parce qu'elle n'a pas de pouvoir de combat. C'est là tout le Mais problème c'est ça, du film. mais C'est c'est qu'elle ça, s'annonce sur non, mais quelqu'un ça- qui ne peut pas Non, se mais ça, battre. pour le coup, je dois reconnaître que c'est un peu rigolo, mais c'est rigolo 5 minutes, quoi. Mais c'est juste que de tous les pouvoirs qu'ils pouvaient choisir, ils ont pris le seul qui rend le film impossible, en fait, qui est une impossibilité narrative. C'est ça. Le film passe son temps, et ça pour le coup c'est un peu fascinant, je dois bien le reconnaître à la réflexion, le film passe son temps à s'auto-annuler en permanence. Mais oui. C'est-à-dire que, faut comprendre, elle voit pas dans l'avenir, dans 5 secondes ou 10 secondes, où là pour le coup il y aura un enjeu de ok, je vois ce qui se passe là dans 5 secondes, mais comment je m'organise en 5 secondes? Non, parfois elle a des flashs de ce qui va se passer dans 5 minutes, et tu dis, mais à partir du moment où elle a des plages de vision aussi longues que ça, il ne peut plus rien arriver à ce personnage, et de fait, il lui arrive quand même des trucs, mais c'est jamais ce qu'on nous vend. C'est-à-dire qu'on va nous vendre une péripétie de 10 minutes, et au bout de 10 minutes, il y a un cut, et on se rend compte que c'était une vision, et en fait, il va se passer autre chose, et le autre chose est toujours beaucoup plus décevant que la péripétie qu'on nous avait vendue. Donc le film passe son temps à s'auto-annuler, ce que j'ai personnellement jamais vu. Mais le pire, c'est que
comme ce pouvoir-là sur le papier, il rend le film impossible parce qu'à partir de là, il y a plus de péripéties, il y a plus de danger. Le personnage sait systématiquement ce qui va lui arriver sur la tronche, donc elle est toujours prête. Il y a plus de tension. Qu'est-ce qu'ils font pour rajouter de la tension? Ces gros fraudeurs, ils rendent le principe de vision incohérent. Il y a quand même une séquence où elle a une vision, elle est ambulancière, le personnage de Dakota Johnson. Et elle a une vision d'un de ses collègues qui démarre une ambulance et qui se fait éclater par un camion. Et elle a cette vision-là très brutale. Et du coup, elle se dit, je vais rattraper mon collègue. Elle le rattrape, elle lui parle 5-6 secondes, mais le mec est très obstiné, il veut pas l'écouter, il monte dans l'ambulance, il avance, et il se fait taper par le camion. Ce à quoi je dis, non. Parce qu'entre la vision et la vraie vie, il y a eu 5 secondes de plus. Les 5 secondes pendant lesquelles elle a parlé à son collègue pour lui dire, s'il te plaît, ne monte pas dans l'ambulance, laisse-moi conduire. Donc elle ne devrait pas se taper le camion. Normalement, le camion est passé. Mais du coup, comme il devrait pas se taper le camion, du coup, il y a plus de film. Donc qu'est-ce qu'on fait? Fuck it, il va quand même se taper le camion. On en est à ce niveau-là de non-respect du public. Je pense que tu réfléchis plus au scénario que le scénario. Je pense qu'il n'y pense même pas. Parce que le problème, c'est qu'en fait, d'un seul coup, ce que tu décris là, il y a quelque chose où effectivement, tu pourrais réfléchir à un scénario où tu remets de l'enjeu dramatique dans ce pouvoir. Oui, ça devient une prise de tête. Voilà, où on pourrait dire effectivement elle a des flashs de 10 ou 15 secondes, elle est toujours en retard contre le temps, enfin il y a des choses qui pourraient être intéressantes. Et tu pourrais même te dire elle agit dans l'impulsion, donc elle se dit je vais faire ça et ça va sauver la vie de tel personnage, sauf qu'en fait ça aggrave la situation de manière disproportionnée et il faut qu'elle répare ses conneries. Oui, même te poser la question de c'est dans combien de temps. Et les deux seules fois où elle réussit à l'attaquer grâce à une vision, c'est justement elle l'attaque à coups de voiture ou de véhicule motorisé, on va dire. Ça pourrait générer un nombre de blessés autour, d'autres péripéties. Que dalle. Mais que dalle. Et il faut ajouter quelque chose, c'est que donc non seulement il n'y a aucune idée, il n'y a aucune péripétie, c'est d'un ennui mortel, et c'est donc cette nana qui passe son temps à fuir avec 3 adolescentes dont le rôle n'est littéralement pas écrit. C'est-à-dire que les seules choses, et là aussi on touche quelque chose d'un peu compliqué quand même, un peu conceptuellement, les seules choses qui les différencient, c'est leur ethnie. Mais c'est tout, c'est-à-dire que les personnages ne sont pas caractérisés. Et leur rapport au sexe également. Et leur rapport, il y en a une sur les 3 qui visiblement a envie de sauter tous les clients du diner pour aucune raison, ce qui est pour le coup très malaisant à regarder. Ouais. Il y a un gros problème sur le féminin, c'est-à-dire que tu sens que le film a été pensé. Il se veut pourtant être un film genre avec des héroïnes féminines battantes et des power girls. Mais parce que c'est un film cahier des charges, si tu veux, qui est pensé par des exécutifs de studio qui se disent voilà toutes les cases qu'on veut voir cocher. Et après, t'as des scénaristes qui font ce qu'ils peuvent. Et je reviendrai après sur qui sont les scénaristes du film, mais je pense qu'ils peuvent pas grand-chose. Le souci, si tu veux, c'est qu'effectivement, ça te donne un truc où on se dit ok, donc il nous faut tant de diversité, il nous faut tant de styles différents parce que tu sens que les personnages sont des espèces de coquilles vides jusque dans leur style vestimentaire. La pauvre Sweeney qui est transformée en espèce de écolière salope, je sais pas. Je veux dire, concrètement, c'est ça le stéréotype. C'est genre allez viens, tu vas faire un petit nœud sur ta petite chemise pour qu'on voit tes doudounes. C'est insupportable et pourtant tu sens que le film se dit t'as vu, j'ai plein de personnages féminins, je suis vraiment à l'heure de mon époque. Non, c'est Coyote Girl mais sous Tranxène, c'est terrible. Et là, il faut regarder un petit peu qui fait le film. Bon, il faut voir, grosso modo, l'espèce de Spider-Verse de Spider-Verse de Sony. Il est supervisé, si ma mémoire est bonne, par Avi Arad. Avi Arad, c'est un des plus sinistres adaptateurs de comics qui a toujours œuvré avec un mélange de cynisme et de cynisme qui est très désagréable. Là, précisément ce film-là, celui qui le chapeaute à la production, c'est Lorenzo Di Bonaventura, qui est quelqu'un qui est complètement parti en cacahuète ces dernières années, dont un des derniers titres de gloire est quand même Infinite, qui était sorti sur plateforme pendant le Covid, qui est un film à vous arracher les prunelles. Et parlons un petit peu du scénariste, monsieur Burke Sharpless. Alors déjà, il faut le faire parce que Sharpless, si vous le traduisez en français, c'est un peu comme quelqu'un qui s'appellerait émoussé, comme un couteau émoussé qui n'a plus de tranchant. C'est rigolo. C'est le scénariste quand même de pas mal de merveilles. Il faut bien voir qu'il a écrit donc Dracula Untold, qu'il a écrit, le dernier chasseur de sorcières, Gods of Egypt, Power Rangers et Morbius. Donc voilà, un grand chez grand. Et on se disait mais voilà, quelle idée d'avoir pris ce pouvoir et d'essayer de faire un blockbuster ou en tout cas un film spectaculaire avec ce pouvoir. Dites-vous, donc ce type il a écrit Dracula Untold qui nous disait moi je vais faire un film sur la première je vais faire l'origin story de Dracula. Vous savez qu'est-ce que c'était l'origin story de Dracula? Mais il se fait mordre par un vampire. Voilà. Donc à partir de là, forcément, ça partait mal. Et moi, je voudrais rendre hommage un peu à ce film qui a pour lui d'être une espèce de rassemblement de pieds nickelés. Je veux dire, c'est les sous-doués d'Hollywood, quoi. C'est incroyable. En plus, attends, excuse-moi Alexis, il y a un truc, tu oublies quand même le sous-doué en chef, S.J. Clarkson, notre amie réalisatrice, qui par ailleurs nous fait la démonstration de son incapacité à produire le moindre plan correct, parce que ça commence par une scène de poursuite de course en ambulance dans les rues de New York. Mais c'est fou.
c'est une course molle. C'est-à-dire que comme elle n'a aucune idée de la façon dont on filme une course de voiture dans les rues de New York, en fait, ça ne sont que des caméras portées, tremblées, et avec un rythme qui est totalement inexistant. C'est-à-dire que la course, il n'y a pas un moment de vertige. Ah non, elle est très mal filmée. Mais la course, c'est dégueulasse, mais c'est juste, moi, s'il y a bien une personne sur qui je rejetterais pas forcément la faute du film, en tout cas avec une certaine mesure, c'est bien la réalisatrice, parce qu'on connaît les conditions de tournage de ce genre de film. On sait que les réalisateurs et les réalisatrices, déjà, ils sont jamais dans la salle de montage. C'est pas eux qui ont le final cut, mais c'est-à-dire qu'ils ne supervisent pas une coupe du film, c'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, quand on est dans une posture de Yes Woman, comme c'est le cas de S.J. Clarkson. Et je pense qu'en vrai, je suis incapable de dire précisément à la sortie du film si cette meuf-là est une bonne réalisatrice ou pas, parce que j'ai le sentiment que de toute façon, comme à aucun moment on a mis le doigt sur c'était quoi le cœur du projet, c'était quoi le but de ça, quelle est la cohérence, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on raconte, elle a pas d'autre choix que elle se retrouve sur un plateau de tournage avec des actrices et un scénario mal foutu. Il faut qu'elle fasse des plans, donc elle fait des plans, et puis de toute façon, elle sait que ce sera saccagé au montage. C'est son premier long métrage de cinéma, elle a essentiellement fait des épisodes de séries, Succession, Collateral, The Defenders, Jessica Jones, même Ugly Betty. Je suis désolé, House. Succession, c'est pas mal réalisé. Quand tu fais les épisodes de Succession, tu sais comment cadrer des dialogues et tu sais comment cadrer des trucs. Disons que j'ai un cahier des charges très précis malgré tout. J'ai l'impression qu'il y a un cahier des charges de réalisation. J'ai l'impression qu'on lui a dit, ou qu'elle a décidé, de ne faire quasiment aucun plan fixe. Tous mes plans vont bouger. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, effectivement, la caméra tremblote, bouge, fait des panneaux, essaye d'être vivante, mais il y a quelque chose qui se passe au niveau du montage qui fait qu'effectivement, il n'y a aucun rythme qui s'en dégage, aucune vie qui s'en dégage. C'est ça qui est très bizarre. Ou alors une vie complètement artificielle, parce que le fameux accident sur le pont qui va l'amener à découvrir ses pouvoirs, t'as l'impression que t'assistes en direct, sous tes yeux, à deux monteurs qui se détestent et qui veulent se pourrir. Tiens, j'ai mis un plan, non, j'en ai mis un autre, j'ai pété l'axe, ouais. Mais ce qui est génial, surtout, c'est que tu ne comprends pas que la voiture tombe, et s'apprête à tomber. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne le comprends pas avant qu'elle soit en train de tomber. Cette situation qui est quand même, voilà, pour vous dire, et encore une fois, c'est pas un spoil, c'est vraiment au début du film. Et c'est dans la bande-annonce. Donc cette infirmière, Dakota Johnson, intervient sur un accident de voiture, sur un pont, et puis la voiture va tomber dans l'eau. C'est une situation qu'on a vue des milliers de fois au cinéma. Ce que je veux dire, c'est que même si t'as pas d'idée particulière, d'inspiration spécifique pour faire ta scène, je veux dire, techniquement, tu sais comment la filmer. T'as le patron qui a déjà été fait des centaines de fois sur grand écran. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas compris pourquoi la voiture est tombée. Non mais il y a un truc quand même très surprenant avec le montage en plus, parce que c'est pas juste cette voiture qui tombe à cet instant-là, c'est qu'en fait la tension n'existe jamais nulle part, à aucun moment, et j'ai l'impression qu'il y a un film qui est en décalé, comme vous savez quand Nelson Montfort est loin et qu'il parle avec oui, je vous écoute. J'ai l'impression que les dialogues sont comme ça, que la tension est comme ça, que l'action est aussi en décalé par rapport à ce que vivent les personnages. J'ai l'impression que tout ne fonctionne pas, et j'ai l'impression, c'est mon ressenti, mais encore une fois, je viens de le voir, donc j'ai l'impression que l'inspiration, c'était un peu de s'inspirer des films à la Daredevil, justement. À la Daredevil, Elektra, Catwoman. Ce qui n'est pas une bonne idée. Pas parce que ton film se déroule en 2003 que tu dois copier les films de 2003. Ne fais pas ça. Et pardon, pareil, comment caler ton film dans une époque? Déjà, on voit jamais la technologie de l'époque. Il y a un portable. Jeter une fenêtre une fois, et on a une chanson subtile. Il y a l'écran de qui te crie dans la tête à la fin. Non, si, bien sûr, la première chose, quand il y a marqué 2003 dans les rues de New York, le premier plan, c'est sur un magasin Blockbuster Vidéo. C'est toujours le même ressort. Tout le temps. Quand tu fais un film dans les années 90 et que tu veux montrer que t'es plus dans les années 2010, tu montres un vidéoclub Blockbuster Vidéo. C'est vraiment la solution, le moins 10 ans intellectuel et visuel. Je suis pas loin de penser que le fait de situer le film en 2003 soit un truc qui se soit décidé en cours de production, et qu'effectivement ça a été une décision qui a été limitée donc à quelques plans, et sans doute à des coupes aussi, tu vois, pour virer les portables trop modernes. Mais je crois que c'est confirmé, je crois que c'était pendant les reshoots qu'ils ont décidé de déplacer des années 90 aux années 2000. C'est pour ça que t'as le plan avec la pochette de Beyoncé qui est photoshopée de manière pas très belle. C'est pour ça que t'as la chorégraphie sur Toxic de Britney Spears, parce que Toxic, l'araignée, qui ne fonctionne pas, parce que tu sens que c'était pas la chanson de base. Non mais tu sais que il y a un truc, mais ça pour le coup ça m'a sauté aux yeux, et pour que je le repère alors que le plan doit durer 2 secondes, c'est vraiment que c'est cramé de fou. Ils ont pas seulement post-synchronisé le film, ils ont fait une cinémane. Ils ont réécrit les dialogues après le tournage. Ah bon? Ah ouais? Ouais, bien sûr. Évidemment. Il y a une preuve de ça. Ça dure que 2 secondes, mais si tu le vois dans un plan, c'est que potentiellement ça existe dans 25 plans du film. Il y a un plan de Tahar Rahim, un gros plan, où il dit un truc, et ses lèvres ne disent pas ça. Et ce qui est fou, c'est que moi je capte le truc, et je me dis, en vrai, je pense qu'il y en a plein dans le film qui sont camouflés, et je me dis, règle numéro 1 du montage. On vient te voir et on te dit, en fait, il faut que tu remplaces la réplique numéro 1 par la réplique numéro 2, et il faut pas que ça se voit. Qu'est-ce que tu fais?
bah tu prends n'importe quel plan de coupe, sauf un gros plan de l'acteur dont tu viens de changer la réplique en post-prod et qui du coup ne dit pas à l'audio ce qu'il dit à l'image. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un gros plan. Donc moi j'ai la tête de Tahar Rahim en gros sur l'écran qui dit un truc et je regarde ses lèvres, Ça c'est pas c'est ça. chaud, ça c'est chaud. Ouais. Et j'aimerais dire un truc pour Enfin, les... le film en n'a gros, pas t'es en été- train de nous dire le film que n'a c'est pas un- été que reshooté. Hein. Je pense qu'il a été en partie réécrit sur les bandes de montage. Bien Pas sûr, la même mais chose. ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est le premier blockbuster réalisé comme une pub Barilla. Exactement. Moi j'aimerais dire quelque chose pour les gens qui attendaient quand même quelque chose de ce film parce que attention, hein, Bah, level up, moi j'en attendais rien. Mais Level up. il y a une réelle arnaque sur le projet, et ça il faut le mentionner, c'est que dans les bandes annonces, on voit quand même beaucoup de plans où les trois adolescentes, à savoir Julia Cornwall, Anya Corazon et Mattie Franklin, qui sont dans les comics 3 Spider-Woman, qui sont vraiment des personnages, je dirais pas connus, elles sont pas toutes au même niveau de connaissance, mais Julia Cornwall quand même, bref. Ne vous attendez pas à les voir beaucoup masqués en costume. Voilà, je dirais pas Peut-être plus. même, attendez-vous peut-être à pas les voir. Quasiment. Ah non, mais faut le dire, c'est une arnaque. Elles sont pas en costume dans le film. Je quoi. trouve ça Voilà, honteux. c'est tout. Elles Je ne sont trouve pas. ça C'est un honteux. film de super-héros qui vous vend un quatuor de super-héroïnes qui n'existe pas. C'est tout. C'est une escroquerie. Et on va pas se. Non, franchement, mais moi, je dis, je trouve ça n'ayons honteux. pas de pudeur de gazelle et ne disons pas. Non, mais faut pas spoiler pour les gens. Déjà, vraiment, si vous accordez de l'importance à ce film-là, les gars, je suis désolé. Remettez-vous un chouille en question quand même. Vraiment, c'est une escroquerie. Ce film vous vend un quatuor de super-héroïnes qui défonce tout, qui n'existe pas du tout dans le film. Ce qui existe dans le dernier plan. Et ajoutons enfin que Bah, personne donc ne pas va dans le film. Et ajoutons enfin que personne ne va sur le web, contrairement à ce que le titre vendait. Ouais, ça c'est une vraie arnaque. Moi j'ai pas compris du tout. Ah bah, parce qu'en plus en 2003, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs sur Caramel et tout. Bah, c'est ça, on m'aurait disait un truc un peu ça- nostalgique. enfin, pas ma jeunesse, parce que j'avais déjà 53 ans à l'époque. Mais, je ne sais pas pourquoi cette blague te fait encore rire, Alexis. Parce que vraiment, je la fais vraiment une Attends pas fois toujours à sur ce qu'elle tombe. oui, ce que je voulais dire également, c'est que par ailleurs, le film te propose manifestement une suite, hein, puisque le film ouvre justement sur la naissance du quatuor Tant qu'à faire. de Ou des super-héroïnes. spin-offs. Oh mon dieu, l'enfer. Ou bientôt des Et séries surtout- dérivées. Non, et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que en France, j'ai pas les chiffres mondes, le film, ça ne marche pas. Cinquième au box-office le premier jour de sortie. Déjà, je pense qu'il n'y a pas tant de gens que ça qui ont identifié que c'était un film de super-héros dans l'univers Spider-Man. Madame Web, pour la plupart des gens, ça n'évoque rien. C'est pas Spider-Man Non, c'est vrai, l'aventure c'est de vrai. Madame Web, tu vois. Le film s'appelle Madame Web. Mais ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot Spider-Man. Donc, Oui, Oui, mais bien disons sûr. que Venom s'est identifié, et c'est là toute l'erreur de Sony, on va pas revenir sur le sujet, mais tu vois, Venom s'est identifié comme étant un grand méchant de Spider-Man. Madame Web, non. Who knows? Mais même Crevard le branleur, c'est un peu plus connu, quoi. Bah oui, pour le coup, Kraven le chasseur a peut-être plus de chance là-dessus. Après, il faut aussi. En fait, je vous cache pas que j'y allais en me disant, en vrai, c'est peut-être pas si nul, c'est juste que les gens sont misogynes comme d'habitude. Dès que c'est un film avec des super-héroïnes, c'est forcément nul parce que c'est des femmes. Non, non. Mais pour le coup, Kraven le chasseur sera peut-être un petit peu. Ouais, je t'aime pas. Ah, on peut avoir du Morbus, hein. Moi, l'affiche Oh, en mode White Wakanda, elle renarde sévère. Avec Aaron Taylor Johnson En mode beefcake. C'est ça, en mode beefcake total. Et là, enfin, une excuse pour prendre plein de prods. C'est ça, ouais. Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai eu un petit wouh. Donc, c'était il y a longtemps Kick-Ass. Hein, moi, je veux bien faire Kick-Ass avec Kraven le branleur. Hein. Alors, Madame Web de S.J. Clarkson. Ah, je pensais que t'allais quand même nous demander un truc à sauver du film. Ah, Non, bah, ça va, Non, oui. bah, Ça va bien, non? non. Ok, pardon, très bien. passons. T'as un truc à sauver, toi? Bah rien. Bon, Si, voilà. mais Mais Dad je pensais Johnson, que tu tu faut la voulais sauver. nous- Faut la sauver. Faut la sauver. Même en termes de promo, elle est en perdition, tu sais. D'habitude, ils font toujours leur boulot, ils sont prêts à répondre à quel est votre Spider-Man préféré. Elle est là, en promo. Non, mais en vrai, big up à elle parce que la promo pirate où elle fait exprès de donner que des titres de films Spider-Man qui n'existent pas, Ouais. quand on lui pose la question, c'est quand même incroyable. C'est donc Madame Web de S.J. Clarkson avec Dakota Johnson. D'ailleurs, il faudrait peut-être la prévenir qu'elle joue dans un film. Ouais. Sidney Sweeney à Raïm notamment. Et vous, est-ce que vous êtes donc plutôt Madame Web ou Monsieur Caramel? Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires. Tu es vieux. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Non, c'est marrant parce que je vous le dis pas, mais à chaque fois que je dis ça, j'ai la voix de ma psy dans ma tête qui me disait, et j'ai envie de sortir mon chéquier du coup. Bah vas-y, hein. Non. Non, surtout, j'allais faire. Eh ben, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour les abonnés à Cast Plus et mardi pour les autres. Il sera question de Moine lubrique et denté qui n'est pas Simon. Bye les amis et gloire à l'amour. Oh, c'est pas humain, les salauds, ils m'ont épuisé. Au 4e stop, il sera exactement 0h13 minutes. Oh la vache! Moi je vais être en retard au lycée! Oh, bah dis donc, t'es bien pressé, toi, ce soir. Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester, allez-vous-en! Arrivederci! E buon viaggio! Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.